Non mais c'est vrai ce que tu me dis là, ça pourrait être vraiment une super idée. Franchement, ouais, franchement ça pourrait être fou. C'est fou, c'est fou. Oh, regarde. Quoi? Sur le banc. Un pigeon? Ouais, un pigeon, ouais. Bah quoi un pigeon? Bah, je vais le capturer. Tu vas le capturer? Bah oui, ça vaut une fortune un pigeon, ça s'est vendu plus d'1 million d'euros. C'est comme si devant toi, là sur ce banc, tu avais un ticket gagnant de loto. Et ça franchement c'est cool. Et donc, tu penses vraiment pouvoir le capturer? Je vais le capturer, je vais le dresser et ensuite je vais le vendre. Allez. Vraiment le pigeon, c'est mieux que l'immobilier, mieux que le bitcoin, mieux que la bourse. Et voilà, j'ai réussi. C'est dingue, mais comment t'as fait? Bah écoute, j'ai lu pas mal de traités d'auteurs musulmans, enfin vivant dans les pays d'islam, sur la colombophilie. C'est fou, la colombo quoi? Bah, c'est les façons de dresser, et surtout d'élever aussi, des pigeons, et notamment des pigeons voyageurs. Wow. Et d'ailleurs, je vais faire peut-être une vidéo bientôt sur le sujet, donc j'espère qu'elle va plaire. Ça va être excellent ça. Bon, en même temps, sur ce, maintenant qu'on a notre ticket de loto gagnant, on peut y aller. Bon ben voilà, hein. On a réussi notre petite affaire. Ça me fait quand même, ouais, ça me fait bien plaisir. Oh merde, le pigeon, il s'envole! Et ben voilà, 1 million d'euros qui s'est envolé. Bon ben voilà, de toute façon il fallait s'en douter, ça paraissait beaucoup trop simple. Enfin bref, en espérant au moins que cette vidéo soit une réussite, parce que sinon franchement... Ah mais vous êtes déjà là? Ok, bon attendez, je vais me remettre les idées en place. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas si vous le savez, mais je vais défendre une cause importante. Une cause des plus nobles. Oui mes chers avéroïstes, il est temps de réhabiliter le pigeon. Cet être qui est trop souvent pointé du doigt parce qu'un tel est un gros pigeon ou parce qu'on peste tout simplement contre ces volatiles qui couvrent nos villes de fientes. Mais je vous l'affirme, les pigeons sont des héros. Et aujourd'hui je vais vous le prouver. Puisqu'on va parler de l'élite des pigeons, que dis-je de la task force des pigeons, j'ai nommé les pigeons voyageurs. Des animaux qui sont capables de couvrir des centaines, voire même des milliers de kilomètres pour délivrer un message. Et cette utilisation du pigeon en tant que messager, elle a été particulièrement importante du côté du monde islamique, principalement en Orient, et ce dès le Moyen-Âge. C'est ce que l'on appelle la colombophilie, l'art d'élever les pigeons voyageurs, de les dresser dans un but précis, que ce soit pour délivrer une missive ou bien pour participer à des concours sportifs. Il s'agit d'une pratique extrêmement ancienne, puisqu'elle est déjà attestée à partir du 5e millénaire avant notre ère, chez les Perses, les Assyriens ou encore les Phéniciens, mais également chez les Grecs et les Romains. Cet art de la colombophilie, on va le retrouver très rapidement dans le monde islamique, à partir des 8e et 9e siècles, et pour vous donner un exemple de leur importance, lors du siège d'Acre par les croisés, le célèbre Saladin ou Salah ad-Din essaya par tous les moyens de maintenir le contact avec la ville en utilisant des pigeons voyageurs. Une tentative qui, comme vous le verrez, n'aura pas été de tout repos. Alors autant vous le dire tout de suite, hein, ce sujet a été très peu étudié, que ce soit sur les médias bien sûr, mais aussi tout simplement du côté des historiens. Mais heureusement pour moi, et pour nous, hein, il y a un chercheur qui a dédié un livre et plusieurs articles au sujet, c'est Youssef Ragheb. Et sans son travail, qui au passage est vraiment très intéressant, je n'aurais tout simplement pas pu écrire et tourner cette vidéo. Donc si vous nous entendez, monsieur Ragheb, merci. Maintenant, retournons aux bases. En quoi consiste cet usage du pigeon voyageur? Et comment s'organisent ces échanges d'informations sur un territoire de plusieurs milliers de kilomètres, autrement dit une zone extrêmement vaste? Pour qu'un tel système fonctionne, on a besoin de pigeonniers ou de colombiers, un endroit où logent les pigeons et qu'ils considèrent en quelque sorte comme leur maison. Ces installations sont construites dans différentes villes, accueillant chacune un nombre d'oiseaux déterminé par la taille du pigeonnier. Ainsi, une fois que le pigeon a été dressé et qu'il s'est familiarisé avec sa première demeure, on va l'amener dans une autre ville et un autre pigeonnier où il va rester pendant une durée indéterminée, mais tout de même limitée. Pourquoi me direz-vous? Eh bien parce qu'il risque d'oublier son premier pigeonnier et de considérer le second comme son nouveau chez lui. Or c'est justement sur sa capacité à se souvenir de sa première demeure que tout le système repose. Ainsi, lorsque l'on doit transmettre une nouvelle importante, on lâche le pigeon d'un point A, imaginons de Damas, et grâce à son extraordinaire faculté d'orientation et de mémorisation, l'oiseau va pouvoir rejoindre son lieu d'arrivée, c'est-à-dire son pigeonnier originel, ici Bassora.
Si une telle prouesse est possible, c'est parce que le pigeon est très attaché à son pigeonnier. C'est là qu'il y trouve sa nourriture préférée, mais surtout c'est le lieu où résident ses enfants et aussi sa bien-aimée. Parce que le pigeon, le mâle bien plus que la femelle, est très attaché à sa moitié et ne l'oublierait pour rien au monde. Donc, pour tous ceux qui se plaindraient des pigeons à Paris, en fait ils sont le symbole du romantisme et de l'amour. Et ça, pour la ville considérée comme étant la capitale du romantisme, c'est quand même un petit peu classe. Donc les pigeons, c'est classe. Pour en revenir au sujet, bien sûr, mettre en place un tel réseau est quelque chose de compliqué. Cela demande de l'argent, de disposer d'un personnel expérimenté, et tout simplement d'avoir une excellente organisation. Mais par contre, l'usage de pigeons voyageurs, en tant que messager, représente un réel avantage par rapport à son pendant terrestre. Parce qu'avant le développement de la poste aérienne, c'est avant tout la poste terrestre, le berid, le transfert de nouvelles par le biais de cavaliers, qui est principalement utilisé, et ce dès la fin du 8e siècle et la dynastie des Omeyyades. Et par rapport au réseau terrestre, l'échange de messages par la voie aérienne, s'il est plus coûteux et présente certains risques, il possède l'avantage d'être bien plus rapide qu'un cavalier, puisqu'on considère qu'en un jour, alors qu'un cheval peut couvrir entre 200 et 300 km, un pigeon peut voyager sur plus d'1 millier de kilomètres. Autrement dit, là où un cavalier met 2 jours pour franchir la distance séparant Bassora et Bagdad, le pigeon, lui, est capable en un seul jour de partir de Bassora et de rejoindre la ville de Mossoul. Cependant, cette poste aérienne s'est organisée assez tardivement dans le monde islamique, puisque dans un premier temps, du 7e jusqu'au 9e siècle, l'usage des pigeons était limité aux concours sportifs, on y reviendra d'ailleurs à la fin de cette vidéo, et on ne connaissait pas encore la faculté des pigeons à regagner instinctivement leur colombier d'origine. Donc jusqu'au milieu du 9e siècle et les premiers califes abbassides qui avaient pris le pouvoir en 750, le réseau aérien de communication se développe lentement et reste très rudimentaire. C'est-à-dire que l'échange de messages est strictement à sens unique. Le pigeon peut partir d'un lieu précis de l'Empire vers la capitale, Damas ou Bagdad, mais par contre, si le pouvoir décide d'envoyer une réponse, il doit faire appel à un cavalier et donc à son réseau terrestre. La situation commence sans doute à évoluer à partir de la fin du 9e siècle, où on installe peu à peu des colombiers aller et retour pour former un premier réseau desservant le cœur de l'Empire. Ainsi, Al-Jahiz, dans son livre des animaux, affirme, je cite, que sans les lettres portées par les pigeons, les gens de Raqqa, de Mossoul, de Bagdad et de Wassit ne peuvent savoir ce qui arrive à Basra ou advient à Koufa dans l'espace d'un jour. Si bien que l'événement qui se produit le matin à Koufa est connu des gens de Basra avant le soir. Ce qui montre bien la rapidité de ce mode de communication. De ce réseau, on connaît quelques villes importantes, d'abord la capitale, le centre de la toile, Bagdad. Ensuite, du point le plus proche au plus éloigné, on compte les cités de Koufa, Wassit, Mossoul, Bassora et enfin Raqqa. Sans compter qu'en plus de ces liaisons, il devait exister des lignes secondaires indépendantes de Bagdad, comme par exemple entre Wassit et Koufa. Pour faire fonctionner un tel réseau, il fallait bien entendu du personnel. Les sources nous parlent du chef du colombier, des gardiens qui soignaient les oiseaux et surveillaient leur arrivée, du convoyeur qui par voie terrestre devait dispatcher les pigeons dans divers colombiers, et enfin de tout un personnel d'entretien, des locaux et des animaux, sans compter également un secrétaire pour rédiger et lire les messages. Pour autant, ce réseau aérien ne connut pas un immense développement sous les Abbassides et fut progressivement abandonné par certaines dynasties comme les Bouyides ou encore les Seldjoukides. Il faut toutefois mentionner l'existence d'un bref sursaut dans la première moitié du XIIIe siècle où les califes abbassides, An-Nasir en tête, ont créé de multiples colombiers assez lointains comme à Irbil et dans la province du Khuzestan. C'est aussi au cours de cette période, en plein cœur des croisades, que deux autres dynasties, les Zengides et les Ayyubides, vont essayer à leur tour de se doter d'une poste aérienne efficace. Parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, mais l'usage du pigeon voyageur est surtout important en temps de guerre, sa vitesse lui permettant de transmettre des informations capitales en seulement quelques heures. Et par information capitale, j'entends avant tout les mouvements de troupes près des frontières et les possibles sièges entrepris par les croisés. Pour être tenu au courant de tout événement, l'émir Zengide, Noureddin, a fait installer des pigeonniers dans les forteresses situées à proximité des territoires chrétiens. Cette tactique et ce réseau de pigeonniers vont être repris par les Ayyubides et en particulier par Saladin dans le cadre de la troisième croisade. À cette époque-là, le nœud de communication aérienne ayyubide semble assez dense. Des liaisons étaient établies entre plusieurs villes, comme entre Damas et Hamma, Bosra et Homs, Alep et Homs, ou encore Hamma et Harim. Et c'est durant cette troisième croisade, et l'un de ces moments clés, le siège et la prise de la ville d'Acre par les croisés, que l'importance du pigeon voyageur est manifeste.
En effet, durant le siège, la seule communication possible entre les assiégés et l'armée de Saladin devait passer par les voies aériennes, autrement dit par les pigeons voyageurs. Seulement, pour établir un échange, il fallait que des pigeons extérieurs à la ville, habitués à des colombiers d'autres localités, soient introduits dans la cité pour être ensuite relâchés. Et le problème, bien sûr, c'est que les croisés surveillaient tout mouvement suspect, et il était donc quasiment impossible d'entrer dans la ville. Mais quasiment ne signifiant pas complètement, Saladin va tenter à plusieurs reprises de forcer le blocus pour introduire des pigeons dans la cité. Ainsi pendant plusieurs nuits, et bien souvent au péril de leur vie, les sources nous racontent que des personnes emportaient avec elles des pigeons et s'élançaient à la nage pour rejoindre la ville, ce qui n'empêcha pas néanmoins la chute de la cité en juillet 1191. Du fait des croisades et des contacts entre musulmans et chrétiens, cet usage de la poste aérienne va se développer timidement chez les croisés dès le début du XIIe siècle et surtout au XIIIe siècle, avec justement l'existence d'un colombier hospitalier dans la ville d'Acre jusqu'à sa reprise par les musulmans en 1291. Mais c'est encore une fois sous une autre dynastie musulmane, les célèbres Mamelouks, qui ont renversé d'ailleurs les Ayyoubides en 1250, que l'usage du pigeon voyageur va connaître son apogée. C'est à partir de 1260, sous le règne du 4e sultan mamelouk d'Égypte, Baybars, que le réseau aérien et terrestre vont fortement se développer. À son accession au pouvoir, le souverain ne disposait semble-t-il que de 3 liaisons, confinées uniquement à la Syrie, l'une reliant Damas à Qaryatayn, la deuxième connectant Damas à Tadmour, l'antique Palmyre et Rahba, et la dernière assez restreinte partant d'Al-Qusayl en direction de Homs. Enfin, par la suite, en 1265, une 4e ligne sera ouverte entre Damas, Hama et la forteresse de Bira, dont le but était de prévenir tout mouvement des troupes mongoles, qui se faisaient alors de plus en plus pressantes. Ce réseau initial n'étant pas assez étendu, Baybars va décider de le compléter en faisant appel au réseau terrestre et à la cavalerie, qui certes était plus lent, mais était aussi bien moins coûteux à mettre en place. Néanmoins, au fil des décennies, le réseau de colombiers mamelouks s'est largement étoffé et a dépassé les frontières de la seule Syrie. Tout au long de la seconde moitié du XIIIe siècle, il va se prolonger en direction du Liban, de la Palestine, de l'Égypte et enfin de la Turquie. Le centre de ce vaste réseau se situait au Caire, où il s'étendait ensuite vers l'est en direction de la Palestine et le sud jusqu'à Haïdeb. Il faut bien avoir à l'esprit que chaque grande ville de région constituait le noyau de différentes lignes indépendantes. Si l'on prend l'exemple de Damas, le nœud le plus important de Syrie, cette liaison partait en éventail vers diverses régions de l'Empire, vers le Liban, qui elle-même était reliée aux zones côtières, vers Qaryatayn au nord, puis la citadelle de Rahba sur l'Euphrate, où le voyage pouvait se réaliser en plusieurs étapes suivant les différentes stations, à Tadmour, Sorna ou encore Kabe Akrib. Et enfin, une ligne en direction de Qahara, à partir de laquelle les messages étaient dirigés vers Homs, Hama et Ma'arat el-Nu'man, jusqu'à atteindre Alep, qui constituait un autre relais important de la région, avec un envoi de pigeons vers le nord de la Syrie et la Turquie. Mais le problème de tout ce réseau, qui comme vous l'avez vu est extrêmement dense, c'est qu'il est très coûteux. Alors c'est très utile quand on est en temps de guerre, donc jusqu'au début du XVe siècle, avec la menace représentée par les Timourides et Tamerlan, mais une fois qu'on est en paix, c'est très compliqué de maintenir de telles communications. Et c'est donc pour cela, lié bien sûr aussi aux soucis politiques et économiques des Mamelouks, que ce réseau petit à petit va décliner. Ce n'est qu'ensuite, sous les Ottomans, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, qu'un autre réseau va continuer de survivre, connectant Constantinople aux grandes villes de Syrie et à partir de là à l'Égypte. Sans compter aussi qu'il n'y avait pas que les pouvoirs qui utilisaient les pigeons voyageurs, mais également les particuliers. Et dans ce cadre-là, ce sont avant tout les marchands qui en ont profité, voyant dans l'usage du pigeon un avantage à la fois économique et humain. Ainsi on sait que des marins égyptiens prenaient des pigeons à bord de leurs navires, le but étant de les relâcher lorsqu'ils s'apprêtaient à revenir au port, afin d'informer la ville de la nature des marchandises bientôt disponibles, tout en avertissant leur propre famille de leur arrivée imminente. Mais le pigeon voyageur va aussi être utilisé par tout un chacun, parce que comme je vous l'ai dit en introduction, dans le monde islamique, avant de s'en servir pour diffuser des nouvelles, on l'emploie surtout dans le cadre de concours sportifs, que ce soit des courses de vitesse ou d'endurance. Ce type d'événement, remontant bien avant l'islam, se serait diffusé dans le monde islamique dès le 7e siècle, d'abord en Arabie, à Médine, puis ensuite en Syrie, à Damas et à Koufa, puis dans tout le reste de l'Empire. Cette passion pour la colombophilie et les courses de pigeons, on la retrouve dans toutes les couches de la société, de l'individu lambda aux principaux administrateurs de l'Empire et jusqu'au souverain lui-même. On a l'exemple du calife abbasside An-Nasir, qui comme on l'a dit auparavant avait permis le développement de la poste aérienne,
ou encore le petit-fils du sultan Seljouki Malik Shah, qui parait ses pigeons de collier d'or, et surtout les derniers souverains mamelouks qui, selon les sources, appréciaient tellement la colombophilie et les jeux sportifs que pour eux, ils constituaient une véritable addiction. À tel point qu'à la fin du XVe siècle, selon certains textes, un prince timoride et gouverneur de Khorasan, Umar Sheikh Mirza, qui avait installé un colombier en haut de la forteresse d'Axi et était passionné par les pigeons, aurait sauté dans le vide pour les imiter, se tuant bien évidemment en contrebas. Il faut quand même aussi noter qu'il était sans aucun doute sous l'usage de drogue, ceci expliquant peut-être sa petite mésaventure. Et si le pigeon a autant déchaîné les passions, c'est parce qu'il y a beaucoup d'enjeux autour de cet animal. Alors bien sûr, il est admiré pour ses capacités athlétiques, pour son sens inné de l'orientation, mais derrière tout ça, il y a aussi et surtout des enjeux économiques. Pour vous présenter un petit peu les choses, on a principalement deux types de compétitions sportives, la course de vitesse et la course d'endurance qui reste la plus importante. Lors de ces épreuves, l'objectif était de partir d'une ville particulière vers une ville d'arrivée, située dans diverses régions au cœur du monde islamique. Par exemple, il était possible d'effectuer des distances assez courtes, de Wassid jusqu'à Basra, mais aussi des distances beaucoup plus longues, comprises entre 1000 et 2000 km, partant du nord de la Syrie, du cœur de la Turquie, voire même de la région de Constantinople, pour arriver jusqu'au cœur du califat abbasside, Bagdad. Ces compétitions déchaînaient les passions, notamment parce qu'elles donnaient lieu à des paris en nature ou en espèces. Et finalement, c'est exactement comme nos paris modernes, où on mise de l'argent sur le potentiel vainqueur. On peut très bien gagner des sommes importantes, mais on peut aussi tout aussi bien en perdre. Et bien sûr, comme aujourd'hui, tout ce système crée chez certaines personnes une véritable addiction qui peut ruiner des familles entières. Et d'ailleurs, sur le sujet des jeux de hasard, l'islam et les oulémas, les docteurs de la loi religieuse, sont clairs. Ils sont formellement interdits. Par contre, là où il y aura des divergences, c'est sur la possibilité ou non d'organiser des courses de pigeons sans enjeu financier. Alors certains, comme les Hanafites, ou en tout cas une partie d'entre eux, affirment que cela est formellement licite. Par contre, d'autres juristes considéreront que ces courses, en elles-mêmes, comme d'autres divertissements, sont purement et simplement des jeux de hasard. Enfin, d'autres, comme Ibn Taymiyyah, rejetteront cette idée, mais affirmeront néanmoins que les courses de pigeons sont illicites. Bref, au-delà de ces avis, vous vous en doutez bien, les personnes se sont véritablement prises de passion pour la colombophilie, et plus précisément pour les courses de pigeons. D'autant que les enjeux économiques ne résidaient pas uniquement dans les paris, mais aussi dans les acteurs de ces courses, les pigeons eux-mêmes. Oui, parce qu'il faut vraiment voir les pigeons comme de véritables athlètes. C'est un petit peu comme les footballeurs d'aujourd'hui. Plus le pigeon est revenu d'une ville lointaine, par exemple de Damas jusqu'à Bagdad, et plus son prix sera élevé. Ainsi, on a quelques chiffres. Si le pigeon part de Wassit et arrive à Bagdad, il vaudra environ 50 dinars. Par contre, s'il réalise un trajet entre Constantinople et Bagdad, alors son prix sera multiplié par 20 et s'élèvera à 1000 dinars. Et ces enjeux vont aller encore plus loin, parce qu'en réalisant de telles performances, ce n'est pas uniquement la valeur du pigeon qui va augmenter, mais aussi celle de sa descendance. Ce qui veut dire qu'en fonction des exploits du pigeon, ses bébés et même ses œufs auront eux aussi une valeur plus ou moins grande. Ce qui signifie qu'on ne va pas seulement élever les pigeons dans le but d'en faire des sportifs de haut niveau, mais qu'on va aussi essayer au maximum de favoriser la reproduction des pigeons les plus performants, parce que c'est eux qui coûtent les plus cher, et que c'est à travers leurs exploits que leur future descendance prendra de la valeur. À tel point que l'on va même dresser des généalogies de pigeons, une pratique qui en soi n'est pas nouvelle, puisqu'elle est déjà connue à l'époque romaine. Mais entre-temps l'usage se perdit, et c'est à Bassora qu'il aurait connu un nouvel essor, où les colombophiles consignèrent toutes les informations de leurs pigeons les plus prestigieux dans de véritables registres. Il était inscrit le nom du père ou de la mère, des enfants, et même parfois des oncles, des tantes, des frères ou des sœurs, sans compter aussi leur provenance. Mais le problème, quand il y a tout un engouement et surtout une économie autour d'activités aussi spéculatives, parce que c'est quand même ça dont on parle, puisqu'on parie sur la transmission à une descendance de potentielles facultés et donc sur l'avenir, le problème c'est que ça donne forcément lieu à des dérives. D'abord, des vols, soit en dérobant purement et simplement les pigeons du colombier voisin, soit de manière un peu plus discrète, en les attirant directement dans son propre colombier. Puis bien sûr, il y a aussi des fraudes au sein des généalogies, en faisant passer un pigeon lambda pour un pigeon de race. Et au-delà du Moyen-Âge et de l'époque moderne, cette passion pour la colombophilie ne s'est jamais arrêtée.
On la retrouve du côté de l'Inde et de la cour moghole, où le souverain de la seconde moitié du XVIe siècle, Akbar, cultivait durant sa jeunesse un véritable attachement pour les pigeons, entretenant par exemple dans son palais de Fatehpur Sikri plusieurs milliers d'oiseaux, 4000 selon un voyageur anglais et 20 000 selon son historiographe officiel, un chiffre qui est très certainement exagéré. Plus récemment, d'autres dirigeants ont été pris de passion pour la colombophilie, comme au XIXe siècle avec le vice-roi d'Égypte Abbas Halimi Ier, ou le dernier sultan ottoman Abdelhamid II, qui possédait 200 volières et 2000 pigeons dans le jardin du palais de Yildiz à Istanbul. Enfin, au XXe siècle, le fils d'un émir Kadjar, une dynastie turkmène régnant sur l'actuel Iran, ressentait une telle affection pour ses pigeons qu'à la fin de sa vie, rongé par la maladie, il aurait fait monter son lit dans le colombier situé sur sa terrasse et aurait ainsi vécu au milieu des pigeons jusqu'à sa mort en 1941. Alors c'est vrai que dans cette vidéo, je n'ai pas parlé de l'ouest du monde musulman, autrement dit de l'Afrique du Nord et d'Al-Andalus, mais c'est parce qu'on a très peu de sources sur le sujet et que le système de la poste aérienne semble avoir été très peu ou moyennement développé. Maintenant, pour ce qui est de l'Occident, au Moyen-Âge, l'usage du pigeon voyageur dans la transmission de messages ne semble pas avoir été développé, et ceci d'autant plus avant les croisades. En réalité, et d'ailleurs à première vue c'est assez étonnant, le pigeon va être surtout utilisé au cours du XXe siècle et en particulier durant la Première Guerre mondiale. Selon les sources, pratiquement 30 000 pigeons auraient été utilisés au cours du conflit, et on a même été jusqu'à créer des colombiers mobiles réalisés grâce à la transformation d'autobus à impérial. Mais c'est surtout en 1916, entre février et décembre, lors de l'épisode du fort de Vaux, en plein cœur de la bataille de Verdun, que le pigeon voyageur va connaître ses heures de gloire. En effet, le 1er juin 1916, au soir, l'armée allemande passe à l'offensive et encercle le fort. À l'intérieur, les troupes françaises sont prises au piège, livrées à elles-mêmes et complètement désœuvrées puisque ce point stratégique avait été désarmé quelque temps auparavant. Privés de tout moyen moderne de communication, leur seul lien avec l'extérieur résidait dans 4 pigeons voyageurs qui furent lancés en direction de Verdun pour informer jour après jour l'armée française de l'évolution de la situation. Le 4 juin 1916, 3 jours avant la prise du fort par les Allemands, au milieu des gaz asphyxiants, le dernier pigeon, une femelle, prend son envol. Délivrant son message et restant pendant des jours entre la vie et la mort, elle se verra décerner la bague d'honneur ainsi que la croix de guerre et sera dorénavant connue et célébrée jusqu'à aujourd'hui, parfois sous le nom de pigeon vaillant. D'ailleurs, plus globalement, à Lille, un monument a été dédié aux 20 000 pigeons ainsi qu'à tous les colombophiles morts pour la patrie lors de la Première Guerre mondiale. Enfin, de nos jours, la colombophilie est toujours une passion pour beaucoup de personnes, surtout dans le cadre des concours sportifs, et ceci dans le monde entier. Comme c'était le cas dans le monde islamique au Moyen-Âge, certains pigeons sont aujourd'hui de véritables athlètes, dont certains s'arrachent à des prix complètement fous, comme cet acheteur chinois qui à la fin de l'année 2020 n'a pas hésité à débourser 1 600 000 € pour acquérir ce pigeon d'exception dénommé New Kim. Et plus globalement, c'est tout l'élevage situé en Belgique qui a été mis en vente, soit 445 pigeons pour une somme de plus de 9 550 000 €. Ça fait quand même très cher le pigeon. Donc voilà, après ces chiffres astronomiques, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et surtout à la partager, que ce soit sur les réseaux sociaux ou tout simplement, et pour moi c'est encore mieux, à vos proches et plus globalement à vos connaissances, qui bien sûr quand même seraient potentiellement intéressés par le sujet. Et puis, vous l'aurez compris, plutôt qu'investir en bourse ou dans l'immobilier, pensez à investir dans un bon colombier et des pigeons, et peut-être qu'un jour vous décrocherez le jackpot. Ben, en même temps, tu me diras, entre la colombophilie et la bourse, c'est un petit peu pareil, non? Parce qu'en ce moment, les cours de certaines actions sont assez volatiles. Bon, ok, je sors. Bon, sur ce, je vous dis donc à la prochaine, et comme toujours, portez-vous bien. Et toi alors, qu'est-ce que t'en as pensé de cette vidéo, hein? Ah oui. Il a aimé, mais il faudrait qu'on parle encore plus des ânes apparemment. Faut faire une vidéo spé sur les ânes. Parce que les ânes, on dit tous que c'est des bourricots, mais en même temps, j'ai pas beaucoup de matière sur les ânes, quoi. L'âne de Nasreddin Hodja, l'âne de Guy de Lusignan dans Kingdom of Heaven. Y a pas tant de matière que ça, alors que tu vois, faire une vidéo sur les chevaux, bah, c'est beaucoup plus facile, il y a plus de matière. On peut même comparer Occident et Islam, c'est plus facile, tu comprends? Hein? Tu comprends? Bon allez, tu m'apparais gentil, là t'es triste. Je vais aller te réconforter. D'accord, promis. Promis, je ferai ta vidéo. Promis, je ferai une vidéo sur les ânes. Promis, promis.